Bonsoir à tous, bienvenue sur notre plateau Entreprendre. Ce soir, nous allons parler d'automobile. Comme vous le savez, il y a beaucoup de voitures électriques maintenant, il y a des voitures hybrides, il y a plusieurs modèles. On a déjà tout vu par rapport à tout ce qui est essence, gaziole. Il y a eu toute une procédure pour aider les gens, les chefs d'entreprise, justement à changer leur véhicule pour que ce soit moins polluant. Mais qu'en est-il de l'électrique? Ça fait un moment qu'on devait en parler avec vous. Donc ce soir, nous avons deux intervenants, deux invités, de nouveaux hommes qu'on ne connaît pas encore sur ce plateau. Ils vont se présenter. Donc nous sommes avec monsieur François Massimino. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et avec monsieur Fabien Grappin. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir la Guadeloupe, bonsoir Canal 10. Alors, est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter, s'il vous plaît, afin que les gens vous connaissent? Je vais peut-être honneur au Seigneur. Hein. Oh, au Seigneur, d'accord, merci. Donc, je m'appelle François Massimino, je suis gérant d'un centre de formation qui s'appelle Simorg Formation. On a en fait trois domaines d'activité. Donc, le plus gros, c'est l'automobile, effectivement. Mais on a aussi deux autres domaines qui sont imbriqués, qui sont l'informatique. Et aujourd'hui, tout nouveau, en fait, on a l'impression 3D. En fait, parce qu'on en parlera en fait au cours de l'émission, j'espère. Simorg Formation, ça fait partie d'un groupe qui s'appelle GFCA. On est en fait plusieurs centres de formation, dont un basé en Martinique, qui s'appelle NEC Plus Formation, dont le gérant est M. Sinovassin David, que je salue au passage. Le groupe est constitué d'une quinzaine de collaborateurs. On a des personnels administratifs et on a beaucoup de formateurs en fait. Voilà. D'accord. Allez-y. Alors, Fabien Grappin, gérant de la société 2G Performance à Colin-Petitbourg. Un gros acteur sur le point de vue formation, puisque nous prenons pas mal de jeunes du collège jusqu'au lycée, BTS, bien. Et on travaille étroitement avec Simorg de M. Massimino, où moi-même je suis des fois intervenant de ce centre de formation. D'accord, bien, parce qu'en plus on a besoin que nos jeunes fassent des stages. Qu'est-ce qu'ils apprennent chez vous quand ils viennent chez vous? Alors, la génération actuelle, la première chose c'est le contact humain, le contact du client, apprendre à recevoir, apprendre à identifier ce que cherche le client exactement. Le besoin. Le premier contact, c'est déjà ce qu'on développe parce qu'on a une grande lacune. On s'est toujours plaint qu'aux Antilles, en général, l'accueil, c'était une de nos grosses déficiences. Donc la première chose qu'on les apprend en arrivant chez nous, d'abord, c'est l'accueil. Le contact avec le client, le sourire, la manière d'interpréter et d'être le plus professionnel possible dans le domaine. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils apprennent? Alors après, souvent on travaille avec les centres de formation, on rentre dans la technique, parce qu'il y a un programme qui est établi avec le centre de formation, les différents centres, puisqu'on travaille avec M. Massimino, mais aussi avec les différents collèges et BTS, donc les lycées. Donc il y a des programmes qui sont déjà établis, donc on suit les programmes où on part de l'accueil jusqu'à terme, au bout des 2 ans, où ils arrivent à identifier des pannes, peut-être pas encore réparer des véhicules, puisqu'ils sont encore à l'école, mais de pouvoir les mettre sur le marché du travail. Et c'est là où intervient le centre de formation, qui les récupère après, de manière à sortir un vrai technicien qualifié. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils apprennent et quel est le niveau de formation qu'il y a chez vous? Il y a plusieurs niveaux. On part du CAP pour aller jusqu'au bac en tant que technicien automobile. Là, par exemple, l'impression 3D, on va partir sur du bac plus 2. Alors, ce sont des équivalents, en fait. Ce ne sont pas des diplômes, ce sont des titres professionnels. Et nous, en fait, on essaie de les faire performer en fait, sur les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'ils ont une formation de base apprise au lycée, apprise au CFA. Et nous, derrière, on intervient à travers des stages d'alternance ou alors des stages en fait, d'immersion ou des préparations opérationnelles à l'emploi. Et ici, à ce moment-là, on essaye en fait de leur apporter tout ce qui leur manque pour pouvoir être opérationnel dans une entreprise. Et surtout, il y a un mot qui revient souvent, être productif. Parce que ce qui n'est pas le cas en fait quand ils sortent de l'école. Et la plupart des chefs d'entreprise se plaignent de ça. C'est-à-dire qu'ils veulent bien prendre des jeunes, mais en même temps, il y a cette notion de productivité qui intervient.
Voilà. Et c'est là où nous on intervient en leur donnant des techniques de travail qui vont leur permettre de devenir un peu plus productifs. D'accord, bah, très intéressant. Et justement, tous les deux, vous travaillez sur la voiture, alors, électrique, c'est ça? C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est? Est-ce que c'est le moteur qui change? Comment ça fonctionne à peu près? Et comment ça se passe en Guadeloupe, le marché de la voiture électrique, s'il vous plaît? Vas-y, François. Alors, le marché de la voiture électrique, bon, vous le verrez à travers les slides que vous mettrez peut-être sur Oui, on va les afficher, le allez-y. site. On a eu une participation des importateurs qui nous a donné ce graphique pour nous donner une petite idée en fait de ce qui existe. Parce que beaucoup se font des idées qui sont pas tout à fait justes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a soit tout, soit rien. C'est-à-dire qu'on nous parle de véhicules électriques, alors que si on regarde bien ces graphiques, on a vendu en 2022 que 6% de véhicules électriques. C'est-à-dire que sur 100 voitures, il n'y en a que 6 qui sont électriques. Par contre, on a 20% de véhicules qui sont hybrides. Et dans le terme hybride, il faut faire très attention. Il y a des hybrides qui sont des petits hybrides. Ce sont des systèmes qui sont faits pour aider les voitures à rouler et à consommer moins. Et ensuite, on a des systèmes hybrides un petit peu plus performants qui permettent aux véhicules de rouler en tout électrique. Et là, il faut faire vraiment la part des choses, parce qu'un véhicule qui est en petite batterie et qui est juste là pour aider le moteur, lui ne consomme pas d'électricité puisqu'on ne le branche pas en fait sur le secteur. On ne branche que des véhicules qui sont électriques ou ce qu'on appelle nous des PHEV, en fait, des plugs, c'est-à-dire qu'on peut brancher sur le secteur d'EDF. D'accord. Enfin, si Alors, voilà, ça permet d'éclairer. alors, lorsqu'on parle des voitures hybrides, est-ce que c'est les voitures ou moitié électrique, moitié essence, ou bien avec l'hydrogène? Comment ça fonctionne pour les voitures hybrides? Alors, les voitures hybrides, si on peut simplifier, il y a 4 types de véhicules en fait, qui roulent en électrique. On a ce qu'on appelle le mild hybride. Ce sont des petites batteries de 48 volts qui sont là et qui aident le véhicule à rouler pendant qu'il roule pour consommer moins, pour émettre moins de CO2. D'accord, donc c'est une voiture soit essence, soit diesel. Alors, c'est principalement essence aujourd'hui. Si vous regardez le graphique, on n'est plus qu'à 20% du parc automobile en diesel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parc essence a atteint pratiquement les 80% de ventes en 2022. C'est-à-dire que le diesel est voué à disparaître en premier. Ensuite, vous avez sur la deuxième gamme de véhicules, des véhicules qu'on appelle, nous, hybrides, c'est-à-dire c'est le principe de Toyota. C'est-à-dire que vous avez une grosse batterie électrique, et là, elle intervient un petit peu plus, mais vous ne la branchez toujours pas sur le secteur. D'accord. Ça permet encore de réduire encore plus la consommation d'essence. Après, on passe sur le plug. Ce sont des véhicules qui, je crois que c'est la part de marché la plus importante là-dessus, c'est celle que vous branchez sur une prise et qui vous permet de rouler à peu près entre 45 et 50 km en tout électrique. Mais vous avez quand même à côté, en cas de panne, un moteur thermique qui vous permet de continuer à rouler. Et ensuite, la dernière gamme, c'est le véhicule totalement électrique. Et là, il faut le brancher, sinon vous ne roulez plus. Oui, très important. Alors, justement, vous avez un véhicule électrique, vous faites des courses avec, non? Oui. Alors, expliquez-nous comment... des choses. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne, puisque il y a deux inconvénients qui remontent pour les entrepreneurs, parce que nous, on est une émission pour les entreprises. Au niveau de la voiture électrique, c'est qu'il n'y a pas assez de bornes. Donc, si les gens travaillent et qu'ils doivent faire beaucoup de kilomètres, c'est compliqué pour eux de recharger. Ou, par exemple, l'autre jour, on a eu une grève EDF. Comment ça se passe en temps de grève? Donc, vous, comment ça fonctionne? Comment vous fonctionnez avec votre véhicule électrique? Donc, il est 100% électrique. Alors, le véhicule que la société a, ce véhicule 100% électrique, qu'on a décidé avec les jeunes de préparer. C'est un véhicule à la base qu'on a fait rentrer des États-Unis, pour ne pas citer la marque. Pour la préparer en fin de compte. Allez-y, il y en a déjà une qui est sortie, il va nous manquer une troisième, vous allez la donner encore d'émission. Allez-y. C'est une Tesla. D'accord, Tesla, donc c'est un modèle américain. Nous savons qu'actuellement les Américains sont pionniers du véhicule 100% électrique. D'accord. Mieux, c'est pas les Chinois. Parce qu'on sait qu'ils sont en avance. Par rapport aux ventes, on se fie par rapport aux ventes mondiales. Aujourd'hui, Tesla a la plus grande part de marché des véhicules électriques. D'accord, c'est Elon Musk. C'est Elon Musk, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un véhicule qui répond à quasiment tous les critères mieux que les véhicules thermiques, c'est-à-dire en termes de sécurité,
Ils ont 2 véhicules qui sont les meilleurs au monde. En termes d'autonomie, ils sont les meilleurs au monde. Et en termes d'efficacité, ils sont les meilleurs au monde. Aujourd'hui, le véhicule électrique, aujourd'hui, est en train de prendre la part du marché au niveau du sport automobile, du karting. Donc, on parle bien de tout ce qui était thermique, qui est en train de remplacer, et beaucoup plus performant. D'accord. Aujourd'hui, le véhicule qu'on parle, aujourd'hui, a le record de la piste à Goyave. D'accord. Juste pour en parler, c'est un véhicule qu'on, justement, on essaie d'être pionnier en Guadeloupe, des premiers à pouvoir les préparer pour aller un peu plus vite. Donc, on essaie d'être précurseur avec ce groupe de jeunes pour créer des élites de manière à que M. Massimino derrière, quand il les récupère, qu'ils savent déjà de quoi ils parlent, qu'on puisse les rendre encore plus performants. Parce qu'il faut savoir que derrière tout cela émerge un nouveau métier. Forcément, hein, on appellera, je ne sais pas si on les appellera des mécanos, ça sera sûrement autre chose. Si aujourd'hui les nouveaux techniciens qu'on reçoit excellent dans l'électricité, forcément, chez les concessionnaires, ils seront les premiers, donc forcément, ils auront la voie vers grande ouverte pour eux. D'accord. Alors, vous avez parlé d'autonomie. Oui. Elle est la meilleure, c'est-à-dire combien de kilomètres? Est-ce qu'on peut faire plus que les 50 kilomètres dont vous parliez tout à l'heure, ou comment ça aujourd'hui, fonctionne? le véhicule qu'on parle, c'est un véhicule premium de chez Tesla. On a 600 kilomètres d'autonomie. C'est énorme. Oui, par rapport, oui. Et là, surtout, ça pourrait devenir intéressant pour un les pays entrepreneurs. comme chez nous, 600 km, jamais vous ferez 600 km d'un trait, même sur 2-3 jours. Je vois que ce véhicule-là, contrairement à la fausse idée qu'on a, c'est un véhicule que je branche dans la prise domestique. Alors, c'est ce que j'allais demander. Alors, vous le rechargez chez vous. Est-ce que ça coûte cher en termes d'électricité? Alors, un entrepreneur qui a un local à Jarry, par exemple, est-ce qu'en termes de charge, ça va lui coûter vraiment cher? Payer cher, je ne pourrais pas dire ça, puisqu'on est sur une île où arriver à faire 100-150 km dans une journée, c'est énorme. Oui. Donc, ça veut dire que quand vous utilisez 150 km à la recharge, forcément, ce n'est pas un plein que vous allez faire juste un quart. Quand vous avez 600 km d'autonomie, en fin de compte, il y a juste une petite barrette qui a disparu, forcément en 2 heures, 1 heure, ou bien le lendemain, il y a toujours le plein. On voit sur les factures, on a essayé de faire le calcul, sachant que ce n'est pas un véhicule qu'on se sert énormément. Oui. On était sur une quinzaine d'euros par mois. D'accord, donc ça peut être intéressant, surtout avec les prix du gaziol, du fuel. Aujourd'hui, oui. Où ça embête beaucoup les entrepreneurs. Alors aujourd'hui, si aujourd'hui ce véhicule est fiable et qu'on n'a pas de pièces à changer sur une dizaine... Aujourd'hui, c'est un véhicule qui a été garanti par le constructeur 12 ans. C'est inimaginable. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si Tesla garantit son véhicule 12 ans, c'est qu'il sait pendant les 12 ans... on ne viendra pas. Aujourd'hui, on change les balais d'essuie-glace et même pas les plaquettes de frein sur ce genre de véhicule. Puisque vous freinez quasiment jamais. Il y a un frein régénérateur. Quand vous lâchez l'accélérateur, il freine. Il faut qu'on vienne filmer ça. Hein. Pour les gens qui aiment les voitures, en plus, on va venir filmer ça. Le véhicule, logiquement, le 25 de ce mois, doit avoir une compétition à Goyave, justement. Et le véhicule va sortir pour ça avec les jeunes. Ah bah, donc, avec le biais de la société, le centre de formation qui développe ce véhicule avec nous. Et donc, il y aura du monde pour voir un véhicule électrique à l'œuvre à Goyave. D'accord. Alors, il y a un deuxième document qu'on va afficher, c'est les tarifs. Du coup, les tarifs au niveau de l'électricité par rapport aux véhicules. C'est un graphique qu'on vous propose pour montrer un petit peu qu'il est difficile, parce que ça, c'est la première question qui vient, c'est combien ça en consommation. Parce que pour les gens, ça va être un investissement. Hein. C'est ça. Alors, on a, nous, équipé le centre de formation c'est plus compliqué qu'on le pense. On a équipé le centre de formation de plusieurs systèmes de charge. Vous avez des systèmes de charge traditionnels, c'est-à-dire la prise que tout le monde a à sa maison. Ensuite, vous avez des prises optimisées. Et ensuite, vous avez des blocs chargeurs. Ces blocs peuvent monter à des puissances qui sont très très élevées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des véhicules qui sont sur l'île et qui peuvent être chargés très rapidement avec des bandes de charge de 400 volts. Ces bandes de charge 400 volts, pour l'instant, on les retrouve ici que chez les concessionnaires. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que votre voiture, vous rentrez, une demi-heure après, le plein est fait. Un véhicule électrique, pour revenir un petit peu, pour finaliser là-dessus, le véhicule électrique... en moyenne, parce que vous savez, après, il y a différents types de marques et différents types de véhicules. Mais on arrive à faire aujourd'hui entre 250 et 350 km d'autonomie avec une charge. Voilà. C'est-à-dire qu'en une heure de charge à 400 volts, vous faites 350 km.
Cela dit, maintenant, un chargeur de 400 volts, ça coûte très cher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir ça à la maison. Donc on va baisser en gamme, on va prendre en fait un chargeur plus petit. Et c'est là où on a une faiblesse en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces chargeurs, si on veut avoir une utilisation pour les chefs d'entreprise d'un véhicule fonctionnel à la journée, il faut qu'il ait différents points de charge suivant l'endroit où il va se situer. C'est-à-dire que si c'est un chauffeur de taxi, il va falloir qu'il puisse se charger d'un côté, puis se charger de l'autre, et se charger rapidement. Aujourd'hui, ces points de charge n'existent pas. Il y a quelques points de charge en fait, qui sont à droite, à gauche. Ouais, c'est ce qu'on Et dit. en plus, ces points de charge, c'est là où il faut rentrer dans le détail, ils n'ont pas tous la même puissance. Ils ne chargent pas tous à la même vitesse. C'est pour ça qu'on a mis ce tarif en exemple. Ça, c'est le tarif de notre société, en fait, directement. Et ce graphique montre déjà une chose, c'est qu'en tarif bleu, même avec du 30 kVA, on a du mal à savoir tous les mois combien on paye. Ouais. Donc comment voulez-vous que je vous dise combien j'ai consommé avec un véhicule, alors que je ne sais pas ce que je vais payer à EDF. Ouais. Donc ça, c'est peut-être à EDF de répondre. Oui, ça, à parce cette que, question, déjà, bon, c'est un peu compliqué en ce moment, mais ça serait quand même bien qu'ils nous donnent un petit peu plus d'explications sur ce graphique. Moi, je ne comprends pas quand je le regarde pourquoi je varie. Secondo, on a une variation par rapport à la métropole qui est de quelques centimes, mais la variation est là. Alors c'est normal, on n'a pas de centrale atomique, c'est un moteur thermique qui le fait, je suppose que voilà, c'est pour ça que ça coûte un petit peu plus cher. Un plein, alors pour terminer, pour répondre à la question, nous on l'a chiffré exactement parce qu'on a des moyens dans le centre de mesurer ça. D'accord. Aujourd'hui, avec l'augmentation à une moyenne de 0,22 du kilowatt, on est à peu près pour 100 km effectués à 4,50 € pour 100 km effectués. C'est-à-dire qu'un plein de 250 km, vous avez vu ça aux alentours de 10 €. Voilà. Donc voilà ce que ça coûte réellement. Voilà. D'accord. Est-ce que vous savez si, par exemple, les gens qui ont des panneaux solaires, parce que c'est vrai que nous, on en parle beaucoup dans l'émission, hein, surtout avec la grève qu'il y a eu dernièrement, pour voir si les chefs d'entreprise peuvent s'équiper déjà en eau et en panneaux solaires pour être autonomes, ça fonctionne bien? Ou est-ce que vous avez un doute, vous ne savez pas? Est-ce que vous avez une information sur ça? Alors, pour développer le véhicule, puisqu'on a envie, à terme, le projet, c'est d'arriver à faire un véhicule de course performant 100% bio, c'est-à-dire sans avoir le secteur. Donc, on est en train d'étudier cette question, soit éolienne ou solaire, sauf le problème, ça va être le temps de charge. D'accord. Arriver à avoir des superchargeurs, comme il dit, c'est quasiment mission impossible. 400 volts, si vous n'êtes pas sur le secteur, c'est difficile. Par contre, comme ce n'est pas des véhicules où on va utiliser au quotidien comme un taximan ou autre, ça peut être possible. C'est-à-dire une charge, au lieu de l'avoir en 30 minutes, si on l'a en 7-8 heures, même voire 12 heures, nous, ça ne nous posera pas de problème. Sauf qu'on pourra démontrer qu'elle pourra quand même rouler sans avoir besoin forcément du secteur. On a bien vu avec les prises la fameuse grève qu'on a eue, qu'il fallait trouver des alternatives. Bah oui, puis c'est justement... D'accord, oui. Et pas de recréer le même problème d'avoir un groupe électrogène qui réalimente. Ça n'a pas de sens, en fin de compte. Et là, de travailler avec l'éolienne qui existe en Guadeloupe ou le soleil, là, pour moi, parlais d'eau bouillante pour la géothermie, hein, bien évidemment. Ça peut être aussi. L'essentiel, c'est d'avoir du 220 volts au bout de la prise. Après, c'est l'intensité, comme il disait François. C'est l'intensité qui définira le temps de charge. Pour nous, puisqu'on nous ne sommes pas des professionnels comme un taximan, le temps, pour nous, ça ne nous pose pas problème. Ouais. Mais on est en train aujourd'hui de le rendre possible. D'accord. Alors, bien évidemment, je précise que vous deux, vous ne vendez pas de voitures. Donc, c'est vrai qu'on cite des marques, parce que c'est des marques qui font des voitures. Mais vous travaillez avec des voitures électriques et que vous formez des jeunes, puisque ce sont des outils qui vont être utilisés dans l'avenir. Et le but, c'est de développer des métiers d'avenir. Ce sont des jeunes Guadeloupéens qui vont être formés chez vous, dans vos différentes structures, pour pouvoir travailler sur ces futurs véhicules qui arrivent en plus pas mal en Guadeloupe. Dernière question, est-ce que quelqu'un qui a un taxi, par exemple, vous trouvez que ce serait plus intéressant qu'il passe à l'électrique en Guadeloupe? Moi, je dirais en Guadeloupe, non. La problématique, comme il disait François, c'est ce problème de trouver les fameux superchargeurs.
Un taximan, en moyenne, qui fait 200 km par jour, aura besoin forcément d'une charge rapide. D'accord. Un taximan, on sait que le temps joue contre lui. À moins qu'on mette des bornes à l'aéroport ou dans à les moins ports. que sur Ça, c'est la le lieu de région. travail, comme il a dit François, aujourd'hui, les bornes, les fameux superchargeurs, existent que chez les concessionnaires. Ouais. On voit en métropole, pour avoir vu un peu le développement sur la métropole, où aujourd'hui, sur toutes les aires de repos, mais aujourd'hui, toutes les stations ont ces fameux superchargeurs, quoi. On est une petite île française, j'ose croire que les choses Oui, on arriveront. parlait d'aménagement du territoire. J'ose En croire plus, que peut être quelque chose, ça arrivera. Alors, D'accord, il y a tout de même un allez-y. petit détail qu'il faut quand même nommer, c'est que quand vous utilisez un superchargeur d'appoint comme ça, vous ne le paierez pas à 0,22 du Ça, kilowatt. c'est clair. Oui, Vous allez le payer à 0,65. Et C'est là, la question se pose, c'est est-ce qu'il vaut pas mieux pas rouler en essence? C'est ça. d'accord. C'est ça. d'où la question, C'est ça. puisque Voilà, c'est vrai que ça c'est va, les... ça va coûter moins Là, cher. là où encore l'électrique, on parle bien de taximan ou des taximans ou les infirmières, Par les infirmiers exemple, libéraux qui font libéral énormément de route. de kilomètres. Là où l'électrique peut-être reprendra un peu le dessus, c'est sur les fameux entretiens. On voit que, par exemple, ce corps de métier, les entretiens, c'est quasiment 2 fois par année. Oui, Les distributions, un peu plus tôt que des fameux 5 ans, les freins, là, ça chiffre. Et la légère décantation au niveau de rentabilité va contre le thermique parce qu'il y a ces fameux entretiens qui sont à faire beaucoup plus tôt et beaucoup plus fréquemment, alors qu'en électrique, il est quasiment nul. d'accord. Vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure, peut-être? Ça m'est perdu. Bon, ça reviendra. On aurait dû- D'accord, pas de souci. Alors, du coup, comment vous êtes arrivé à la voiture électrique et comment vous avez eu envie de former des jeunes sur ça? Alors bon, c'est pas vraiment un choix, c'est indispensable en fait. Aujourd'hui, alors quand on parle de véhicules électriques, moi je préférerais dire de la nouvelle mobilité. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, ces nouveaux métiers qu'on est en train de parler existent déjà. Nous, on a déjà formé des jeunes qui sont opérationnels aujourd'hui dans les entreprises, sans nommer l'entreprise, c'est dans la moto électrique. Alors, allez-y, parlez-nous Donc, de ce secteur. ces jeunes, en fait, sont arrivés de divers horizons. Et ce qui est assez marrant, en fait, ce sont des jeunes qui ne sont pas issus de l'automobile. Ce sont des jeunes qui sont comptables, d'autres métiers. Ils sont arrivés, en fait, chez nous en disant, voilà, moi, je voudrais travailler dans le véhicule électrique. Alors bon, comment on fait? On les a formés, on les a orientés. On a trouvé les entreprises, en fait, qui cherchaient justement ces techniciens qui n'existent pas. Mhm. Et aujourd'hui, ils sont opérationnels. Cette entreprise, sans la nommer, a déjà embauché plusieurs techniciens réparateurs de motos électriques. Il est en train d'arriver en Guadeloupe ce qu'on appelle la micro-mobilité. Ça, c'est pas encore là, mais ça arrive. Vous allez voir plein de petites voitures qui sont équipées de batteries un petit peu plus faibles, mais qui, en échange, ont des autonomies de 100 km et se chargent très très vite. D'accord. Et là, on pourra commencer à penser autrement et à voir les choses autrement parce qu'elles ne nécessiteront pas de grosses bornes de charge, elles ne nécessiteront pas de temps de charge en fait important. Et là, on pourra peut-être équiper demain la personne qui travaille et qui se déplace rapidement à condition qu'elle ait plusieurs bornes de charge. C'est vraiment une faiblesse. Et là, il y a un nouveau métier encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment en Guadeloupe d'électriciens formés et validés sur de l'IRVE pour pouvoir monter ces bornes de charge. C'est des questions importantes, ça. Parce que si vous n'avez pas ces certifications, vous ne pouvez pas monter des bornes, en fait, ni dans les entreprises, ni chez les particuliers. Pour terminer sur ces techniciens, faut savoir que pour pouvoir travailler sur un véhicule électrique, il faut avoir des habilitations. C'est là où nous, Simorg Formation, nous sommes le seul centre de formation sur toute la Caraïbe à pouvoir offrir en fait la gamme complète des certifications pour les réparateurs de véhicules électriques. Ces jeunes-là, s'ils n'ont pas ces certifications, une entreprise aura du mal en fait à les embaucher. Il faut qu'ils aient une connaissance initiale et cette certification pour dire voilà, ok, tu peux travailler en fait sur un véhicule électrique. On ne va pas mettre en fait un jeune qui ne connaît pas avec 400 volts sous les mains. C'est 2 fois plus que ce qu'il y a dans la prise de courant quand même. Oui, effectivement. Vous voyez, c'est dangereux en fait comme système. Effectivement. Bon, là, on va partir en publicité. Vous voulez rajouter un mot avant? Oui, alors, pour être parce que je travaille, j'ai pas mal de jeunes du lycée professionnel de Cap-Esther qui orientent avec l'orientation mécanique.
on avait une grande réunion il n'y a pas très longtemps où le problème maintenant qui se pose, c'était sur la formation des professeurs. Le matériel nécessaire pour les jeunes à l'intérieur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en électricité, vous ne le maniez pas n'importe comment. Les jeunes, vous ne pouvez pas faire toucher n'importe comment. C'est très, très, très dangereux. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les jeunes seront encore formés sur du thermique, alors que la transition est déjà engagée. En train de se faire. C'est une histoire d'argent. C'est une histoire gouvernementale. D'accord? Parce que les jeunes, il n'y a pas le choix. On voit bien le nombre de centres de formation qui étaient il y a 10 ans, et on voit lesquels qui sont encore là. Aujourd'hui, on peut citer quasiment que Simor qui est encore présent parce qu'ils ont investi sur ce que... Aujourd'hui, parce que c'est du privé, mais dans tout ce qui est régi par l'État, aujourd'hui, il y a une grosse déficience parce que l'argent n'arrive pas et le matériel n'est pas encore mis à jour. Et les jeunes sont encore formés sur du thermique. Il faut savoir, il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, le mécanicien sur moteur thermique, si je dois donner un conseil à un jeune, ce n'est pas une orientation. C'est quelque chose qui va disparaître. C'est quelque chose qui va disparaître. D'ailleurs, l'Union européenne a fait passer une loi il n'y a pas longtemps. Pas tout de suite. Mais aujourd'hui, le jeune qui a 12-15 ans, il a intérêt de ne pas prendre ce cursus parce qu'arriver 7-8 ans quand il sera sur le marché du travail, ça sera un problème. D'accord, Bobin. On revient juste après la pub pour parler de ce secteur d'activité. À tout de suite. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. On a fait l'émission pendant toute la publicité. Vous avez tout loupé, c'est dommage. Alors, nous étions en train de parler de la formation. Donc, pendant la pub, on a précisé. Est-ce que vous pouvez refaire un petit peu les explications que vous m'avez données par rapport aux formations? Donc, des fois, c'est compliqué puisque les OPCO ne payent pas forcément les formations. Vous allez nous expliquer ce qui se passe et comment faire puisque actuellement, les garagistes actuels ne sont pas formés pour les voitures électriques. Donc, comment résoudre ce problème? Alors, je vous donne un exemple qu'un de mes collaborateurs a eu il n'y a pas très longtemps. Il y a un jeune qui est plus près de la rue que de l'insertion. Donc, ce collaborateur décide de le récupérer, puisqu'il est quand même doué en mécanique. D'accord? La mécanique, en gros. Donc, il décide de le récupérer, de le faire sortir de la rue. Donc, on parle bien d'une grosse insertion parce qu'on essaie de sauver un jeune. C'est là où les problèmes ont commencé. Malgré... Pourquoi? Il s'est inscrit à Capesterre, au lycée professionnel, qui aujourd'hui, via un BTS, fait en alternance, un peu comme ce que faisait le CFA à l'époque, en alternance. Sauf que pour prendre ce jeune, il demande au chef d'entreprise qui est censé récupérer ce jeune, est-ce que vous êtes à jour de votre OPCO? Non, oui, non, oui, non. Eh bien non, si vous n'êtes pas à jour, on ne peut pas. Donc ce monsieur a dû se mettre à jour, à faire le forcing pour se mettre à jour. Donc lui encore, il a eu les moyens de le faire, surtout après cette période de Covid. Oui, c'est compliqué, les charges. Mais il tenait vraiment à faire sortir ce jeune de la rue. Donc, il n'y a pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, les centres de formation ont un sérieux problème pour se faire payer par le même organisme qui réclame les sous au niveau des entrepreneurs. Surtout que je tiens à préciser qu'on nous a dit, puisqu'on a déjà fait des émissions sur le sujet par rapport à l'apprentissage, où ça mettait vraiment très longtemps pour payer les chefs d'entreprise et tout, pour qu'ils puissent payer les jeunes, et que les OPCO, ça fonctionnait très bien. Donc, Moi, on a travaillé avec des jeunes que j'envoie chez Simor. Je vois le dernier jeune qu'on a envoyé, M. Massimino, avant qu'ils aient touché, il y a 8 mois. 8 mois entre la fin du diplôme et qu'il puisse avoir son argent. Je ne sais pas si vous imaginez, mais lui, il a avancé les sous. Oui. Lui, il a avancé le matériel. Oui, puisqu'il faut payer le jeune. C'est quoi? C'est de l'apprentissage? Allez-y. C'est de la formation, la plupart du temps, soit en alternance, soit via Pôle emploi. Alors, il faut faire attention quand même. Les OPCO, en règle générale, non, ils règlent leurs factures. C'est vrai que, par contre, on est sur des délais qui sont trop longs, théoriquement sont légaux, mais qui ne le sont pas vraiment, en fait. Alors, il y a toujours des problèmes de papier, de ci, de ça, de mise à jour. Bon, on peut comprendre. Ce qui est moins compréhensible, c'est que, par exemple, on a un métier où, en Guadeloupe, on n'a pas signé de convention collective automobile. Et à cause de cela, en fait, la formation professionnelle dans l'automobile
n'est remboursé que sur certaines formations qu'à 50%. Alors, pourquoi on n'a pas signé et qu'est-ce qu'il faudrait signer? Alors ça, c'est un problème syndical et patronal où il faudrait qu'il y ait des accords, je dirais, entre ces deux parties pour déterminer une convention globale entre tous les métiers, pour dire, voilà, on décide tous ensemble de faire telle chose ou telle chose. Le problème, c'est qu'on a tellement de retard sur la signature de cette convention qu'on ne peut que copier celle qui est en métropole. Et il y a des points dans cette convention qui ne correspondent pas à chaque partie. Oui. Et donc là, la communication, elle est complexe, mais ce n'est pas que la Guadeloupe. C'est la Martinique, c'est la Guyane. Toute l'outre-mer, quoi. C'est tout l'outre-mer, en fait. Hein, voilà. On n'a pas ce lien conventionnel qu'on pourrait avoir avec... Alors, ce n'est pas tous les métiers. C'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser sur les OPCO, dans le sens où vous avez des métiers qui ont des conventions collectives, donc c'est cadré, donc ils ne peuvent pas faire autrement. Nous, on n'est pas cadré. Alors du coup, l'OPCO, qui lui ne touche pas des cotisations complémentaires dues à cet accord, eh bien, dit, puisque je ne touche pas l'accord, le complément, eh bien, je ne vais pas payer le complément. Donc du coup, débrouillez-vous, les chefs d'entreprise doivent payer le complément. Et là, on rentre dans une phase où le chef d'entreprise dit « Ah, c'est pas vrai, j'ai payé !» Mais il n'a pas payé la totalité, en fait. D'accord. Et voilà le fond du problème. Donc il faudrait, si on veut continuer à être sur cette logique-là, il faudrait que d'autres institutions guadeloupéennes se mêlent pour faire les compléments. Et c'est là, en fait, qu'il faudrait acter. Comme par exemple tout ce qui gère les emplois d'avenir, donc il faudrait qu'on regarde du côté soit tous les responsables économiques, là, les chambres consulaires. Voilà, en fait, c'est les chambres consulaires. En fait. Puisque c'est, ouais. Mais on voit dans l'Hexagone que les différentes régions jouent le jeu. On parle de jeunes. On parle de jeunes et on parle de nouveaux métiers. Les régions devraient... Il y a des enveloppes qui sont attribuées pour ça. Alors justement, vous me parlez de nouveaux métiers. Pendant la pub, vous étiez en train de m'expliquer cette histoire de mécaniciens aujourd'hui qui ne sont pas formés justement sur les modèles électriques. Donc ça se passe comment? Alors, j'expliquais tout à l'heure que le jeune aujourd'hui qui aime la mécanique, puisque l'électricité arrive, d'accord? Le jeune aujourd'hui qui a 10-12 ans, qui est encore au collège, dans son orientation, il se focalise encore sur du thermique. Ce même jeune-là, s'il rentre dans ce fameux cursus thermique, logiquement, il y a 8 ans entre le collège et arriver sur le marché du travail. Mais quand il arrive le marché du travail, par exemple avec un CAP, un BEP ou un bac, mais sur du moteur thermique, il n'y a plus de mécanicien, il repart à zéro. Ouais. Il faut que la formation, elle soit faite maintenant et pas après. Et ça, c'est pas pris en compte au niveau institutionnel pour non, pas encore. l'éducation des enfants. Je vois, pour faire le lien avec Capesterre, il y a une vraie déficience à ce niveau-là, où la transition, elle n'est pas pour tout de suite. Et plus on prend du temps, plus on a une génération qui va arriver, que tôt ou tard, dans les 7-8 ans, on va se retrouver à la rue, ou va se retrouver à rechercher du boulot. Oui, et en plus, comme les garages ne sont pas formés actuellement, donc ils ne peuvent pas non plus former les jeunes. Exactement. Donc on est en train de tourner en rond. Si ces fameuses conventions ne sont pas signées rapidement, on aura un problème dans les 7-8 ans à venir. Puisque la direction, l'orientation aujourd'hui, les jeunes, forcément, puisque ce n'est pas encore dans leur tête l'électrique, ils y vont bêtes et disciplinés, ils vont directement vers le thermique. Ouais. Sauf que dans les 7-8 ans, si je suis dedans, aujourd'hui, je les déconseille. Parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas encore prêt. Si je peux me permettre, en fait, on ne peut pas dire qu'on n'est pas prêt. On ne peut pas généraliser sur tous les garages. Le tissu économique automobile en Guadeloupe, c'est des importateurs ou concessionnaires. Ce sont des fast-fitters, ce qu'on appelle les fast-fitters, c'est tous ceux qui font du service rapide. D'accord. Et ensuite, les artisans. Les concessionnaires, importateurs et fast-fitters sont formés. Ils sont déjà prêts sur l'électrique. Donc s'il y a un problème, retour à c'est sur l'artisanat où on a un problème, parce que c'est je dirais, une suite sans fin. On n'a plus suffisamment de main-d'œuvre dans les garages, de jeunes qui sont plus motivés pour faire ça, puisque justement, ils se disent pourquoi je vais apprendre la mécanique. Moi, ce que je veux apprendre, c'est l'électrique. Et donc, du coup, cette déficience de main-d'œuvre au niveau de l'artisanat fait que l'artisan qui a souvent seul ou qui a un ouvrier avec lui ne peut pas l'envoyer en formation. Il est obligé de rester au travail. Et donc là, on est en train de s'en mêler, en fait. Et ce qu'il faudrait, c'est mettre à un moment donné un coup de pied dans la fourmilière et dire,
voilà, on est sur une transition. Qu'est-ce qu'on fait? Mettons-nous autour d'une table. Est-ce qu'on a les moyens localement de pouvoir faire? Est-ce qu'on a les finances qui vont pouvoir suivre? Si ce n'est pas le cas, pourquoi pas les demander pour qu'on puisse les suivre? La Martinique est en train de se poser la question et est en train de le faire. D'accord. Voilà. Alors, vous travaillez aussi avec tout ce qui est imprimante électrique. Alors, Pourquoi en fait, et à quoi ça sert? Alors, on a un nouveau sujet cette année, on est les premiers à le lancer, parce que ça, ce sont des métiers d'avenir qui seront liés. Pourquoi? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des mécaniciens qui risquent à un moment donné d'avoir une fracture dans leur métier, puisqu'ils n'ont pas été formés. Donc, nous, on a sorti un nouveau métier qui est imprimeur 3D. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut former en fait des gens à fabriquer des pièces localement. Alors, ça ne touche pas que le métier de l'automobile, mais ça va l'impacter aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les constructeurs automobiles développent des usines d'impression 3D de pièces. Donc ça veut dire que... alors, c'est vrai que ces impressions sont faites la plupart du temps en plastique, donc, mais qui n'est pas un plastique standard en fait. Vous avez des plastiques qui sont biodégradables, vous avez des plastiques qui sont ressourcés, vous avez des plastiques qui sont effectivement un petit peu ça plus... aussi, il faudra venir filmer ça. Voilà, un petit peu... Oui, alors avec plaisir, parce que vous allez voir, c'est formidable ce qu'on est capable de faire. Ah, vous allez me faire un truc là, on va voir si on peut faire toutes les formes On parlait de déficience au niveau des écoles. Nous, on est en train de développer donc une manufacture et on voudrait en fait former en fait des jeunes à devenir des petits manufacturiers. D'accord. Par exemple, sur des maquettes pédagogiques. Aujourd'hui, on a toutes les écoles où c'est qu'on peut acheter des maquettes pédagogiques. Il n'y en a pas. Et du coup... Et nous, on peut les fabriquer. Vous pouvez alors, mais du coup, c'est quelle matière est utilisée, quel plastique, comment ça fonctionne? On peut fabriquer... Alors, en fait, vous enlevez la limite de, je dirais, de l'imagination et puis vous faites. Voilà. Alors, on peut imprimer du bois. On peut imprimer du plastique. Mais attendez, vous pouvez imprimer du bois. C'est-à-dire, vous mettez de la pelure de bois dans la machine? On a des bobines de fil qui sont chargées en bois. On a des bobines de fil qui sont chargées en carbone. Non, il faut qu'on vienne filmer ça. Et on fabrique des objets, en fait, qui sont avec un pourcentage de bois. C'est génial, ce truc. Ah ben oui, bien sûr. Mais pour le tuning et tout, pour tuner les voitures, ça doit être génial. Exactement. Eh ben, vous avez compris l'objectif, en fait. C'est-à-dire que ces mécaniciens qui seront en fait sur une difficulté, parce que former quelqu'un sur de l'électrique, ça veut dire qu'il faut reprendre quand même toute la base, c'est-à-dire le former et lui apprendre l'électricité, etc. Ça va être très long, coûteux. Le transformer, parce que l'impression 3D demande beaucoup de mécanique, en fait, à l'entretien de ces machines. Le transformer pour lui dire, voilà, tu peux peut-être fabriquer des choses dans l'atelier qui vont nous être utiles pour améliorer, je dirais, la voiture. Voilà une idée. Et ça ne fond pas avec la chaleur de la voiture? Le matériel utilisé. On a plusieurs plastiques. C'est ça. Ça dépend. On a des plastiques qui ne fondent pas, on a des plastiques qui fondent. On a des plastiques qui fondent dans l'eau volontairement. Donc, ah bon? Ah non, mais non. Bon, on va aller... Franchement... Je vais m'organiser avec eux, je vais faire une émission, on va vraiment filmer ça et on va vous dire... On parle de nouveaux métiers, de métiers d'avenir. Non, mais ce métier n'existe pas, donc aujourd'hui. Mais c'est génial pour que les jeunes puissent voir comment ça fonctionne. Bon, je ne vous donne pas de date parce que là, bien évidemment, il y a les retraites qui arrivent à grands pas. Vous avez entendu le mouvement qui est en train de se mettre en place, mais dès que possible, on va reprendre contact et on va aller filmer ça pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, on va passer les offres parce que vous nous avez envoyé des offres. Alors, est-ce qu'on ouvre la ligne ou pas pour les gens qui veulent poser une question? Oui, on ouvre la ligne. Bon, voilà, on ouvre la ligne. Et vous pouvez nous appeler pour poser une question sur tout ce qui est voiture électrique. Et moi, du coup, je vais vous poser une fameuse question que j'imagine que vous vous posez parce que vous avez peut-être déjà beaucoup entendu parler de ce sujet. Comment ça se passe au niveau des batteries? Puisque visiblement, on ne sait pas recycler les batteries des voitures électriques et on ne sait pas, on sait pas trop quoi en faire. Donc, comment ça fonctionne? Alors, on sait quoi faire avec. La difficulté aujourd'hui, c'est des accidents en fait qui ont eu lieu et qui ont mis un petit peu la peur, je dirais, à tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, il est vrai qu'on a plusieurs types de batteries. Il y a des batteries qui sont au lithium, et c'est celles-ci qui posent problème. Mais on a des batteries qui sont sur d'autres matières, et là, on n'a pas de souci en fait de recyclage. C'est une matière comme une batterie tout à fait normale. D'accord. Voilà. Les batteries au lithium, elles ont des difficultés si elles sont mal entretenues,
mal chargées ou mal exposées en fait au soleil, dans un lieu de stockage qui n'est pas normal. Mais quand c'est fait correctement, quand quelqu'un a été formé pour ça, il n'y a plus aucun problème, ce n'est pas une matière dangereuse. N'importe quel ici transitaire vous dira c'est une matière tout à fait normale. D'accord. Donc quand vous parlez de soleil, le fait qu'on vive en Guadeloupe, si j'ai une voiture avec une batterie en lithium, ça pose pas de problème. Non. Par contre, si je la mets en charge avec un chargeur qui n'est pas adapté, elle va chauffer et là oui, on aura un problème. D'accord. Voilà. C'est là le fond du problème, c'est une mauvaise utilisation du véhicule, en fait, ou de... Alors, c'est rare sur une voiture, hein, c'est très très rare. Hein. Par contre, ça arrive beaucoup sur des trottinettes, des choses comme ça, parce que les jeunes, ils aiment bien bricoler, et voilà, ils l'ont trafiqué. Et à partir de là, elle n'est plus conforme au risque électrique. D'accord. Et est-ce que si on a une voiture thermique ou une voiture hybride, on peut bidouiller un petit peu la voiture et la passer en électrique? Ou est-ce que ça, c'est pas possible, ça n'existe pas? Non, mais ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'on a un bouton EV, vous appuyez dessus et puis vous êtes en tout électrique. Oui, mais non, si moi j'ai par exemple ma voiture... Le véhicule thermique, elle passe en électrique. Oui. Est-ce qu'on peut modifier... Oui, ça existe. C'est un nouveau métier aussi. C'est un nouveau métier aussi. Que vous apprenez dans votre sorte de formation aussi? Moi non. Non, mais c'est lié à l'habilitation. Une fois que vous êtes habilité, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Mais ça, c'est un métier qui est en train d'arriver aussi. C'est-à-dire qu'on va prendre des vieilles voitures et on va monter une chaîne de traction électrique dessus. Ça se fait beaucoup. Alors, on va répéter ça pour les Guadeloupéens, parce que c'est vrai que pour les chefs d'entreprise, ils sont beaucoup incités à passer à l'électrique en ce moment. Donc, il y a même des aides pour l'énergie, pour les aider à rechanger leur matériel. On leur demande de ne plus reprendre du diesel, par exemple. Donc, vous me dites que si aujourd'hui, je suis un boulanger ou un artisan, que j'ai ma fourgonnette, allez, on a déjà donné 2 marques, il y a quoi? Il y a Renault, Berlingo, c'est ça? Bon, si j'ai ma petite berline, enfin, Berlingo, ça n'a rien à voir, je peux la passer en électrique. Alors, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt, parce qu'en fait, on vaut mieux acheter directement le berlingot en électrique. D'accord. Voilà. D'accord. Ça n'a pas beaucoup. Ça a un gros intérêt sur des vieilles voitures ou des voitures de collection. C'est ce qu'on appelle le rétrofit. Parce qu'il n'y a pas de pièces. On voit des 2 chevaux aujourd'hui en France rouler en électrique. C'est leur donner une deuxième vie, en fin de compte. D'accord. D'accord. Donc c'est parce que la chaîne des pièces, elle a été rompue depuis très longtemps. Les pièces sont plus accessibles et on ne les trouve plus. Forcément, pouvoir lui donner une deuxième vie, en plus avec un moteur électrique, aujourd'hui, c'est, comme disait François, c'est un nouveau métier. Hein. Bon, très intéressant. Il faudra qu'on suive ça aussi. Alors, au sujet des offres que vous proposez, ça va s'afficher. Donc, vous souhaitez devenir conseiller vendeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce poste? C'est encore un nouveau métier, parce qu'aujourd'hui, un vendeur automobile ou moto électrique, s'il ne maîtrise pas le sujet, comment il vend ses voitures? Et secondo, ces vendeurs, aujourd'hui, on ne leur demande plus d'être, je dirais, derrière un poste à attendre le client. On leur demande aussi de faire du marketing digital. Donc ça veut dire qu'il faut le former sur des nouvelles technologies, enfin véhicules, et sur du marketing digital pour qu'il puisse correspondre aux besoins vendeurs des années qui vont venir. Voilà pourquoi, en fait, c'est encore un nouveau métier. D'accord. Alors ensuite, il y a des formations. Ah non, oui. Technicien, électromécanicien, automobile. Alors, qu'est-ce que c'est que ce métier? Alors ça, c'est le métier en fait qui est le plus demandé aujourd'hui, c'est-à-dire que ce technicien électro, comme on le voit dans le terme, hein, il fait de l'électricité et de la mécanique. D'accord. Voilà, il faut qu'il ait les deux, et c'est dans cette formation qu'on commence à faire le pas sur le véhicule électrique. D'accord, donc là on voit qu'il a un ordinateur, donc c'est... C'est indispensable. Oui. D'accord, voilà. C'est encore plus poussé que les voitures qu'il y a aujourd'hui qui sont électroniques. Aujourd'hui, le thermique et l'électrique, là, comme il dit, on forme des nouveaux électromécaniciens. C'est alors, plus... c'est pas uniquement que sur la partie, je dirais... manuelle. Voilà. Et là, on passe il y a l'appréciation, il y a les calculs. Aujourd'hui, on est sur une autre forme d'intelligence, en fin de compte. Hein. Et il y a des nouveaux systèmes aussi qui arrivent sur les voitures. Dans pas longtemps, les voitures en Guadeloupe se conduiront toutes seules. Toutes seules. D'accord, donc il y a technicien supérieur en fabrication additive. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? C'est ce nouveau métier en fait d'imprimeur 3D. Alors c'est des métiers qui sont préconisés en fait, faut le savoir, par l'éducation nationale aux enfants en fait.
mais ce métier existe déjà en Guadeloupe, on peut le faire. Alors aujourd'hui, les jeunes ne savent pas en fait que c'est ici. Donc ils ont une tendance à demander à partir. Oui, pour faire ça. Une école d'ingénieur sans avoir eu une formation en fait sur la fabrication additive, mais l'ingénieur il a un manque. Un architecte qui n'a pas une connaissance de l'impression additive, il a un manque. Donc en fait, ces nouveaux métiers vont venir s'immiscer et s'insérer en fait dans tous les cursus de formation. C'est pour ça que nous, on a tenu absolument à être les premiers. Alors pour cela, on s'est associé quand même à un centre d'impression 3D de métropole, parce que c'est difficile d'avoir des compétences en fait sur ces métiers-là. En fait, quand on est ici et qu'on a une tendance à faire toujours la même chose. Donc, on s'est associé à ce qu'on appelle la ferme 3D, en fait, qui est une grosse ferme qui fait la même chose que nous. Et en fait, les impressions 3D sont faites en ce qu'on appelle en ferme, c'est-à-dire on met plusieurs impressions et comme ça, on peut faire du volume, en fait. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, voilà, donc il y a les formations habilitation électrique. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est les habilitations. Quand vous avez une entreprise et que vous êtes chef d'entreprise, vous devez absolument faire attention à ce que votre salarié ait toutes les compétences, je dirais, de sécurité pour pouvoir travailler. D'accord. Il y en a certaines qu'on connaît plus facilement qui s'appellent le CACES ou d'autres choses. Il y a aussi l'habilitation électrique, c'est-à-dire que toute personne qui doit travailler sur une chaîne de traction électrique, une voiture, et qui n'est pas habilitée, engage la responsabilité de son employeur. Donc ça, c'est pour les garagistes en gros. Exactement. C'est pour les mettre à niveau. C'est ça. Donc des dépanneurs remarqueurs, aptitude de climatisation classe 5. Ça, oui, on est les seuls aussi à faire ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes, on a formé beaucoup de jeunes là-dessus d'ailleurs, qui ont aujourd'hui leur propre entreprise. C'est-à-dire que quand vous manipulez des fluides frigorigènes, encore une fois, il vous faut un diplôme, en fait, et il vous faut une capacité pour le faire. Donc, si vous n'avez pas ce diplôme, vous ne pouvez pas faire ce métier-là. Voilà. Ça, nous, on le fait ici même. On n'avait pas besoin de partir pour le faire. D'accord. Donc, tout type de formation automobile. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les nouveaux métiers du futur. Hein. Il y a combien de métiers, à peu près, dans ce secteur d'activité ? Il y en a énormément. En fait, parce qu'après, il y a les métiers initiaux et puis après, il y a toutes les déclinaisons. Par exemple, ceux qui posent les bornes, ceux qui... Ça, on va beaucoup plus... Encore avec l'électrique qui arrive, encore plus qu'avant. Hein. Puisque c'est des nouveaux corps de métier. Forcément, le thermique, il ne va pas s'arrêter on-off du jour au lendemain. Donc, on apprend un petit peu. Donc, ça veut dire qu'il y aura encore ces corps de métier qui vont exister, plus les nouveaux. On ne pourra pas les compter. Hein. C'est infini. Hein. D'accord. Alors, si on veut s'inscrire à votre formation, 05 90 57 02 01, on va remettre la fiche, voilà, pour que les gens puissent voir. Exactement, en fait. 57 02 01. Voilà, vous aurez Jamina qui va vous répondre et qui va vous donner toutes les informations. On a un site internet aussi où vous pouvez télécharger les fiches pédagogiques. Hein. On a toutes les caractéristiques obligatoires de centre de formation. Et ça impose aussi d'avoir des possibilités de téléchargement en fait, à travers internet. D'accord, messieurs. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, moi, alors, je suis un fervent patriote de nos jeunes, que je fais un gros travail pour essayer de les sortir de là où on ne veut pas les voir. Renseignez-vous. Avant de l'orientation est très, très, très importante. Vous avez le numéro du centre de formation, vous demandez pour François, pour l'orientation, ou bien les jeunes savent où me trouver. Venez, parce que l'orientation est primordiale, surtout depuis le collège. C'est là où les bonnes décisions doivent se prendre. Et pas après, parce qu'il est trop tard après. C'est-à-dire que le temps, il va être perdu. Et se retrouver sur le marché du travail, au lieu de se retrouver sur le marché du travail à 22 ans et se retrouver après à 28 ans, c'est du temps de perdu. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Hein. On a beaucoup de jeunes qui sont formés, mais leur formation ne correspond pas forcément au métier dont on a besoin. Donc, dès le collège, je crois que de la 4e à la 3e, il y a des stages d'initiation qui sont faits en entreprise. Depuis là, la prise d'initiative doit être prise depuis là, avec les parents. Et justement, est-ce que vous en parlez au niveau du rectorat pour travailler avec les écoles, pour que les jeunes, au moins, aient des fiches d'information ? On en parle, mais on n'est pas très écouté. Ah. C'est dommage. Donc il va falloir qu'on convoque peut-être le rectorat pour voir un petit peu. On n'est pas pris au sérieux. Pour leur poser quelques questions. Ou on parle dans le vide. Bon, on va essayer de les inviter là pour voir. Moi, je voudrais aussi partir sur une note très positive, c'est-à-dire que aux jeunes qui nous écoutent, de leur dire qu'on a un beau métier, en fait,
que le métier de l'automobile a toujours... nous, on en a formé des centaines de mécaniciens. D'ailleurs, moi. Euh, D'ailleurs, moi. Je sors de et qui ont bien réussi. Il y a Qui ont une bien, vingtaine d'années. ouais, qui ont bien réussi, hein, la preuve. Hein. Ouais. Une belle Tesla. Oui. Mais voilà, je voudrais dire à tous ces jeunes qu'il ne faut pas perdre espoir là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous les moyens en Guadeloupe de les former, et même mieux que beaucoup de centres en métropole. D'accord. Ce qu'il faut, c'est pas se dire en fait que ce métier est un métier où le moteur thermique va s'arrêter, c'est pas vrai. On a encore de belles années en fait à faire devant nous. On a besoin de ces jeunes dans toutes les entreprises en Guadeloupe. Aujourd'hui, on manque de techniciens. Donc moi, je fais un appel à tous ces jeunes. Vous avez ce métier-là. On a prévu des portes de sortie, vous voyez, avec la fabrication additive. On a prévu plein de choses pour qu'il n'y ait pas de perte. Aujourd'hui, nous, on n'a aucun jeune, en fait, qui cherche du travail. Aucun. C'est bien. Voilà, donc ça, il faut le dire. On ne le dit pas suffisamment. Après, effectivement, les institutions, il faudrait peut-être qu'elles nous aident aussi un peu, mais parce qu'à ce jour, bon, c'est un peu léger. Bon, et c'est surtout que, voilà, il y a quand même des choses à faire, en fait. D'accord, Je merci pense qu'il y a un beaucoup. gros appel du pied à faire avec les institutions. Ça marche dans l'Hexagone. Pourquoi ça ne pourrait pas marcher chez nous? La région, le département, il y a des choses qui peuvent être faites. On parle de jeunes qu'on essaie indirectement d'insérer et de propulser peut-être des futurs chefs Et d'entreprise puis, il y a en force. beaucoup de voitures en Guadeloupe. Hein, donc Je on suis pourra- désolé. Il y a de quoi faire, on va On dire. devrait même pas se poser la question. Lundi, il faut que le téléphone de François sonne et qu'on lui propose des choses. Oui. Bon, on va Ah bah, suivre, ben, on va suivre tout oh ça oui, pour On va voir. espérer. Oui, Si oui, le oui, téléphone sonne lundi, nous, on va rendre l'antenne. Rappelez la date de la course. Le 25 mars à Goyave. Donc ça va être la deuxième sortie de ce véhicule, toujours entouré de jeunes hein, qui sont autour de ce véhicule-là, qui aident à la préparer. Et on espère améliorer ce fameux record qu'on a déjà établi. Très bien. Et vous, on a dit qu'il faut qu'on se fixe un rendez-vous pour que je vienne filmer cette histoire de 3D. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Merci à vous. tous Merci à vous. de nous avoir suivis. À la semaine prochaine avec cette histoire de réforme des retraites. Bonne soirée à tous. Merci. Wow.